dans le cadre des travaux dirigés destinés aux élèves du deuxième année. Donc, la séance d'aujourd'hui, ça concerne des travaux dirigés de la fonction transmettre. Bien, donc on va commencer bien sûr avec une introduction sur la structure d'un système automatisé. Donc, comme vous le voyez ici, donc, la structure d'un système automatisé est composée de deux chaînes, la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Donc, la chaîne d'information communique ou envoie des ordres vers la chaîne d'énergie pour exécuter des tâches, et à son tour, les effecteurs de la chaîne d'énergie envoient des informations sur l'exécution des tâches afin de réaliser l'action, c'est-à-dire transformer la matière d'œuvre entrante à une matière d'œuvre sortante. Donc, détaillons la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Donc, la chaîne d'information, comme vous le savez, elle se compose de trois fonctions génériques, la fonction acquérir, la fonction traiter, puis la fonction communiquer. Et la chaîne d'énergie se compose de quatre fonctions génériques: alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Bien sûr, la fonction principale, agir sur la matière d'œuvre entrante pour la transformer en une matière d'œuvre sortante. Autre structure d'un système automatisé, donc vous avez l'opérateur, la partie commande et la partie opérative. Les messages envoyés de l'opérateur vers la partie commande s'appellent des consignes. Et la partie commande envoie des ordres à la partie opérative. À son tour, la partie opérative envoie des comptes rendus de l'exécution des tâches ici. Et la partie commande informe l'opérateur par des signaux ou des messages. Bien, donc on va définir chaque information. Donc les messages, ce sont les informations qui circulent de la partie commande vers l'opérateur, ou les signaux aussi. Les consignes, ce sont les informations qui circulent de l'opérateur vers la partie commande. Les ordres, ce sont les informations qui vont de la partie commande à la partie opérative. Et les comptes rendus, ce sont les informations renseignant la partie commande sur l'état de la partie opérative. Très bien. Donc, l'exemple que j'ai choisi pour faire ou pour traiter quelques notions de la fonction transmettre, donc on a choisi la motorisation d'un store. Donc, l'entreprise Sanfi conçoit, produit et distribue des automatismes et des moteurs pour actionner les stores, les volets roulants, les systèmes de fermeture pour améliorer le confort et la sécurité dans les bâtiments. Bien, donc d'un point de vue extérieur, la motorisation d'un store, on n'a qu'un tube. Ça, c'est d'un point de vue extérieur. Mais d'un point de vue intérieur, ce tube contient plusieurs parties ou plusieurs organes, à savoir un moteur électrique, un système de freinage, un système de transmission de puissance avec réduction de la vitesse et multiplicateur de couple, et un système ici de détection de fin de course bien sûr du store ou du volet roulant. Bien. L'exemple d'un store automatisé, elle se compose d'une partie commande, généralement c'est un automate programmable industriel, d'une toile pour produire l'ombre, soit toile enroulée, soit toile déroulée, des capteurs de vent et de soleil, et bien sûr la motorisation, notre objet d'étude, puis un commutateur pour sélectionner mode automatique en mode manuel. Bien, l'exemple d'un volet roulant, par exemple, store déroulé, store enroulé. Bien,
Voilà la description de l'appareil. Donc les moteurs tubulaires, c'est-à-dire sous forme d'un tube, sont utilisés pour motoriser les stores et les volets roulants. Donc le moteur, il entraîne bien sûr par l'intermédiaire d'un réducteur à train d'engrenage l'ensemble du tube. L'arrêt de fin de course, la position haute et basse, est obtenu par un système de détection de fin de course. Donc voilà un store enroulé puis déroulé. Plutôt un volet roulant. Donc le tube motorisé qui entraîne le volet roulant ou le store est principalement composé d'une cage fin de course, voilà cette partie-là, d'un moteur électrique, muni d'un frein à manque de courant, d'un réducteur pour réduire la vitesse et augmenter le couple, avec 3 trains épiscloïdaux. Bien, la représentation graphique de la chaîne fonctionnelle du mécanisme, donc la fonction acquérir est réalisée par les capteurs de soleil, de vent et les capteurs de fin de course. La fonction traiter est réalisée par un automate programmable industriel. Communiquer, ce sont des liaisons directes, filaires. Le réseau, l'alimentation est réalisée par un réseau d'électricité 230 volts courant alternatif. Et la fonction distribuée par des relais, convertir par un moteur asynchrone, puis transmettre par vis écrou, engrenage, frein à manque de courant. Donc c'est l'objet de notre étude. Donc on va traiter 2 parties de ce système, les capteurs de fin de course et la partie vis écrou, engrenage, frein à manque de courant. Bien, donc on rappelle que le tube motorisé est constitué des organes suivants. Donc détaillons ces organes. Donc voilà l'ensemble, le tube monté du point de vue extérieur, voilà, du point de vue intérieur, vous avez les cages de fin de course, le frein à manque de courant, le moteur asynchrone, puis le réducteur, et puis l'entraînement du tube. Bien, donc cage de fin de course. Voilà la cage de fin de course, elle est constituée de ces organes, et on va les détailler par la suite. Donc vous avez un pignon double ici, un pignon baladeur et un système vis-écrou. Le moteur asynchrone, donc vous avez le rotor, le stator, le bobinage du moteur et bien sûr les fils d'alimentation pour inverser le sens de rotation du moteur, parce qu'ici on a besoin d'inverser le sens de rotation. Le réducteur, plutôt le frein à manque de courant, donc le frein à manque de courant, il est protégé ici. Donc si on va détailler, on va, disons, démonter ce frein, donc il se compose de ces organes-là. On va les détailler par la suite. Bien, donc d'un réducteur, voilà le réducteur à 3 étages. Réducteur à engrenage à 3 étages, avec une couronne ici, qui englobe les 3 trains épiscloïdaux. Bien, un schéma technologique de la motorisation, donc vous avez la détection de fin de course, le moteur, le frein, le réducteur, dans cet ordre. Donc le réducteur, l'arbre de sortie du réducteur entraîne le tube d'enroulement. C'est sur ce type-là qu'on peut enrouler le volet ou le store. Bien, ce tube, il est lié ou il est encastré, voilà le symbole technologique de la liaison encastrement, donc il est encastré avec ce qu'on appelle une bague d'acquisition. Donc voilà la bague d'acquisition, c'est cette bague, la bague d'acquisition. La bague d'acquisition contient, disons, des dents à l'intérieur et elle entraîne un pignon. Et le pignon, c'est l'entrée du système de détection. Bien. Donc voilà, je rappelle toujours volet déroulé, volet enroulé. La position haute et basse est réalisée par un système de détection. Donc je rappelle toujours le système de détection, toujours le pignon double, pignon baladeur, système vis-écrou. Le schéma technologique
du système de détection de fin de course, il est constitué de la bague d'acquisition entraînée par le tube, le pignon, donc il s'agit ici d'un engrenage intérieur, ce pignon est lié avec le pignon de prime par le même arbre, et ce pignon de prime, il entraîne un autre pignon 4. Ce pignon 4 est en liaison éliquidale avec une vis. La vis est fixe. Donc, l'écrou est animé d'un mouvement de rotation et automatiquement un mouvement de translation. Lorsqu'il translate, il actionne le capteur de fin de course ici. Donc, voilà. Donc, la rotation ici. Le pignon de prime entraîne le pignon 4. Le pignon 4, pendant sa rotation, il translate parce qu'il contient à l'intérieur un taraudage. Il est monté sur une vis. Donc, le déplacement actionne le capteur de fin de course. Donc, c'est un capteur à contact. Bien. Voilà, je rappelle toujours, donc le système contient 2 pignons baladeurs parce que vous avez 2 capteurs de fin de course, capteur de montée, capteur de descente. Donc, pignon baladeur, bague d'acquisition, arbre du pignon double. De l'autre côté, vous avez ici les capteurs de fin de course. Je rappelle que ces capteurs, ce sont des capteurs, ils se composent à l'intérieur d'un contact, soit normalement ouvert, soit normalement fermé. Bien. Voilà le système. Donc, le système est le suivant. Vous avez les détecteurs de fin de course. Ce sont des détecteurs puisqu'ils envoient un signal logique, soit présent, soit absent. Donc, vous avez ici les pignons baladeurs. Bien. La bague d'acquisition maintenant. Regardez la forme de la bague d'acquisition. Donc, la bague d'acquisition contient des dents à l'intérieur. Donc, il ressemble à une couronne, tout simplement. Et elle présente un système d'ouverture et un système de fermeture pour qu'on puisse la monter sur, regardez, on puisse la monter sur le tube. Bien. Donc, fonctionnement du détecteur de fin de course. Le fonctionnement. Donc, on a déjà parlé du fonctionnement. La rotation de la bague d'acquisition entraîne, elle est encastrée au tube. Elle entraîne le pignon 2. Le pignon 2 tourne à la même vitesse que le pignon de prime. Il entraîne 4. Et 4, il translate pour déclencher le capteur de fin de course. Donc, je rappelle toujours le pignon double, le pignon baladeur et la bague d'acquisition. Donc, la première, les données. Les données nous voulons vérifier certaines données. Donc, on considère que le tube tourne à une vitesse de rotation N1, 17 tours par minute. C'est la vitesse du tube, vitesse de rotation bien sûr. Le diamètre du tube, on donne le diamètre du tube. La longueur de la toile ou du volet roulant, on néglige l'épaisseur de la toile. Tous les engrenages ont un même module, 1,5 mm. Bien, donc voilà. Toile déroulée et toile enroulée. Donc, on doit répondre à certaines questions. Donc, la première question, la deuxième et la troisième. Donc, on va passer question par question. Bien. Donc, la première question. Calculer le nombre de tours que devra faire le tube pour enrouler la totalité de la toile. Et la même chose. Si la toile est enroulée, il faut dérouler la toile. Bien, donc on rappelle les données, le diamètre du tube, la longueur de la toile, voilà, le diamètre du tube et la longueur de la toile, 3 mètres. Et ici, voilà, nous voulons soit enrouler, soit dérouler. Donc, soit dérouler la toile ou enrouler la toile, ou le volet, bien sûr, soit les toiles, soit les volets roulants. Bien. Donc, on sait que pendant un tour, si le tube effectue un tour, la toile est enroulée de pi fois le diamètre, c'est-à-dire le périmètre du tube. Donc, n tours, ça correspond à 3 mètres. Donc, finalement, n égale 3 fois 1 divisé par
pi fois le diamètre. N'oubliez pas de convertir soit le diamètre en mètres, soit la longueur en millimètres. Finalement, pour dérouler 3 mètres de la toile, il faut avoir 12 tours. Bien, la deuxième question, calculer la vitesse de rotation du pignon baladeur. Calculer la vitesse de rotation du pignon baladeur. Donc, ce pignon baladeur, nous voulons calculer sa vitesse de rotation. Donc, ça, c'est un schéma technologique. Donc, on va passer à un schéma cinématique normalisé. Donc, la bague d'acquisition se comporte comme une couronne, le pignon 2, le pignon 2' et le pignon baladeur 4. Bien. On rappelle le fonctionnement d'un engrenage intérieur. Voilà le fonctionnement d'un engrenage intérieur. Remarquons que l'engrenage intérieur garde le même sens de rotation. Bien, donc le rapport de réduction entre 4 et 1, puisque 1 c'est l'entrée et 4 c'est la sortie. Donc c'est la couronne ici, c'est l'entrée. Et 4 c'est la sortie. Donc le rapport c'est N4 sur N1 égale pi Z menante sur pi Z menée. Donc le produit des nombres de dents des roues motrices sur le produit des nombres de dents des roues réceptrices. Donc Z1 sur Z2 fois Z2' sur Z4, puisque 1 entraîne 2 et 2' entraîne 4. Donc application N4 égale N1 fois le rapport de réduction. On remplace, vous avez toutes les données nécessaires ici. Donc on remplace, on trouve N4 égale 45,9 tours par minute. Bien, la question 3, nous voulons déterminer l'entraxe de la bague d'acquisition, pignon double, c'est-à-dire l'entraxe d'un engrenage intérieur. Donc l'entraxe d'un engrenage intérieur, c'est MZ1. Donc MZ1 sur 2. Donc MZ1, c'est le diamètre primitif de la couronne, et MZ2, c'est le diamètre primitif du pignon, divisé par 2, puisque l'entraxe ici, c'est grand R moins petit r. Donc on remplace, on trouve l'entraxe 26,25 mm. Pour l'engrenage extérieur, l'entraxe est égal M Z2' plus Z4 sur 2, donc l'entraxe ici, c'est ce rayon plus ce rayon, ou ce diamètre sur 2 et ce diamètre sur 2. Donc voilà, finalement on remplace donc l'entraxe de l'engrenage extérieur, c'est 24 mm. Maintenant, l'étude du système vis-écrou. La deuxième partie, c'est l'étude du système vis-écrou. Compléter le diagramme fonctionnel du système vis-écrou. Deuxième question, nous voulons déterminer le sens de déplacement du pignon baladeur. Et la troisième question, nous voulons déterminer le pas du filetage. Bien, donc la première question, compléter le diagramme fonctionnel. On sait que le système vis-écrou, dans le cas de l'irréversibilité, il transforme la rotation continue à une translation continue, transformer le mouvement. Bien, on distingue ou on peut caractériser plutôt 4 montages. J'ai représenté ici que 3, donc vous allez voir pourquoi. Parce que le quatrième cas, il ressemble au premier avec une simple différence. Donc, prenons le premier cas. Regardez le premier cas, on a encastré la vis, donc l'écrou, il tourne et translate. Le deuxième cas, la vis est animé d'un mouvement de rotation et l'écrou est animé d'un mouvement de translation. Le troisième cas, c'est l'inverse du deuxième cas. L'écrou est animé d'un mouvement de rotation et la vis animée d'un mouvement de translation. Donc, automatiquement, le quatrième cas, c'est l'inverse du premier. L'écrou est encastré et la vis est animée d'un mouvement de rotation. J'ai choisi ce cas-là parce que c'est le cas figuré sur notre système d'études. Bien, donc je rappelle, ou je vais faire un petit rappel sur le système vis-écrou. Le système vis-écrou, donc, loi entrée-sortie des positions. Loi entrée-sortie des positions. En prenant ce cas-là,
Voilà. Donc la vis est animée d'un mouvement de rotation, l'écrou est animé d'un mouvement de translation. Donc si la vis, par exemple, effectue θ degrés, c'est-à-dire un nombre de tours θ, ou là un nombre de degrés, un angle, nous voulons calculer le déplacement L. Donc le déplacement L égale le pas fois θ. Je m'excuse ici, c'est θ. Donc θ, si θ est en tours, donc L égale le pas fois θ. Si θ est en degrés, le déplacement L, c'est le pas fois 1 sur 360 fois θ. Il faut convertir. Un tour, c'est 360 degrés. Et si θ est en radians, L égale le pas fois 1 sur 2pi fois θ. Bien. Maintenant, la loi entrée-sortie des vitesses. Loi entrée-sortie des vitesses, de la même manière, donc c'est la même animation. Donc si n est en tours par minute, V égale le pas fois n sur 60. Et si oméga est en radians par seconde, L égale le pas fois oméga sur 2pi. Bien. L'influence du nombre de filets sur les lois entrée-sortie. Si la vis est à plusieurs filets, donc les formules qu'on a vues changent. Vous avez un changement à effectuer. Donc, tout simplement, si les pas sont identiques, donc vous avez ici deux filets, voilà le premier filet et le deuxième filet. Donc, si les pas sont identiques, et n, le nombre de filets, il faut multiplier par n, le nombre de filets. Voilà, la même chose pour le déplacement et la vitesse aussi. Bien, rappelons le filetage à gauche et le filetage à droite. Donc, filetage à gauche, si je tourne dans un sens contraire du sens des aiguilles d'une montre, je remarque que la vis se dégage de l'écrou. Pour le filetage à droite, si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je remarque que la vis pénètre dans l'écrou, ou autrement, il y a un rapprochement. Donc voilà, tout simplement pour serrer, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour un filetage droit. Bien. Donc ici, on vous demande le sens de déplacement du pignon baladeur, sachant que la couronne tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens horaire. Bien, donc, puisque l'engrenage est intérieur, donc vous avez ici même sens. Ce pignon et ce pignon, ils ont le même arbre, donc ils tournent dans la même direction. Automatiquement, l'autre, vous avez un contact extérieur ici, un contact extérieur, donc ces deux tournent en sens inverse. Et on rappelle que le filetage, il est droit. Donc, si le filetage, il est droit, vous avez un rapprochement. Donc, vous avez la vis, l'écrou. L'écrou, il va se déplacer dans ce sens-là. Bien. Le pas de la vis. Donc, pour calculer le pas, on vous donne les données suivantes. Donc, le nombre de tours, la vitesse de rotation, le rapport de réduction, le diamètre, la distance parcourue par le pignon baladeur. La vis, c'est un seul filet. Donc, la distance parcourue, c'est D égale le pas fois θ. Le rapport de réduction, on peut le calculer à partir des nombres de tours. Donc, c'est R. C'est toujours Z1 fois Z2' sur Z2 fois Z4. Donc, on tire ici θ4. Donc, on tire θ4 en fonction de θ1. Donc, θ4, c'est le rapport fois θ1. Et θ1, ce n'est que le nombre de tours nécessaires pour enrouler la toile. Donc, je remplace ici, dans cette équation, donc le déplacement D égale le pas fois R fois θ1. Donc, le pas, c'est D sur θ1 fois R. Finalement, on remplace avec les données sur les données ressources ici, donc on trouve le pas 1,5 mm. Bien, la troisième partie, c'est le frein à manque de courant. Frein à manque de courant. Le frein à manque de courant de ce store est le suivant. Donc, le frein à manque de courant, il se compose de une bobine électromagnétique, un disque de freinage et soit des ressorts répartis uniformément, soit un ressort central. Dans notre cas, vous avez un seul ressort central. Bien, donc le frein est composé d'une bobine électromagnétique qui, lorsqu'elle est excitée sous un courant électrique, génère un champ magnétique. Donc ce champ magnétique attire un disque de freinage.
contre la bobine. La rotation de l'arbre moteur est libre. Maintenant, s'il y a coupure de courant, la bobine n'est plus excitée, les ressorts sont détendus, donc le moteur est freiné par le disque. Donc on va voir le fonctionnement à travers un dessin. Donc je rappelle ici la bobine électromagnétique, partie fixe ou la partie qui protège la bobine. Donc la bobine elle est montée ici. Ici vous avez la garniture de friction, puis le ressort et le disque de freinage. Bien, le schéma normalisé d'un frein à manque de courant, donc le frein à manque de courant il est là, ce trait matérialise l'arbre du moteur. Donc ici on parle d'un frein à 3 bobines. Donc voilà le fonctionnement. 6 bobines alimentées, ressort comprimé et arbre libéré pendant la rotation du moteur. Donc le frein fonctionne avec 6 moteurs alimentés, frein libéré. 6 moteurs non alimentés, vous avez un freinage. Donc voilà un dessin d'ensemble d'un frein à manque de courant. J'ai agrandi la partie qui nous intéresse, le ressort, l'entrefer J, c'est-à-dire un jeu ici, un jeu de fonctionnement du frein, la bobine. Voilà, et on vous demande de compléter le tableau suivant. Donc 6 bobines non alimentées. Bobine non alimentée. Donc l'entrefer J, regardez, il est ouvert, c'est-à-dire vous avez un espace ici. Ressort non comprimé, bien sûr, c'est le ressort qui pousse le disque 15. Donc le disque 15 est complètement déplacé à droite. Les pièces suivantes, 15, 13, 12, sont liées. Bien sûr, on a un freinage puisque le disque 14 est emprisonné entre les deux plateaux 15 et 12. Maintenant, si bobine alimentée, bien sûr, si cette bobine est alimentée, elle va attirer le disque 14, le disque 15 ou le plateau 15. Donc, le ressort il est comprimé. Ces organes ou cet ensemble, elle est maintenant non lié et le disque monté sur l'arbre moteur, il est libéré. Donc, vous avez l'arbre moteur est libre et vous n'avez pas le freinage. Donc, voilà, c'est ici que prend fin cette première partie et à la prochaine, Inch'Allah.